Et si je vous disais que la clé du pouvoir, ce n'était pas de paraître le plus intelligent, mais au contraire de jouer à l'imbécile? Aujourd'hui, on va décortiquer comment l'orgueil humain devient une arme redoutable, surtout pour ceux qui savent comment s'en servir. Tout part de là, d'une vérité toute simple, tirée des 48 lois du pouvoir. Notre intelligence, elle est tellement liée à notre ego que se sentir moins malin que quelqu'un, ça peut suffire à nous mettre sur la défensive. C'est une blessure d'amour-propre, et c'est peut-être l'une des plus difficiles à oublier. Du coup, la question est là. Si défier l'intelligence de quelqu'un, c'est si risqué, comment on fait pour naviguer dans ce véritable champ de mine social et atteindre ses objectifs? Eh bien, la réponse est assez surprenante. Allez, première étape, on va déconstruire une idée reçue, une idée vraiment tenace sur l'intelligence et le pouvoir. On a tous cette idée en tête, n'est-ce pas? Pour réussir, il faut être le plus brillant, avoir les meilleures idées, les arguments les plus percutants. On pense qu'en étalant notre intelligence, on va forcément impressionner les autres et gagner en influence. Sauf que, dans la vraie vie, ça ne marche pas du tout comme ça. En réalité, quand on affiche sa supériorité, on ne fait qu'une chose, on menace l'ego des gens en face. Et au lieu de l'admiration, on récolte quoi? De la méfiance, du ressentiment. On donne aux autres l'envie de nous prouver qu'on a tort. Bref, c'est tout l'inverse de ce qu'on cherche à faire. Pour bien comprendre, rien de tel qu'une petite histoire. Une histoire de diplomatie, de jeu de cartes et de manipulation de l'ego à un niveau magistral. On est en 1865. Otto von Bismarck, qui représente la Prusse, a un objectif quasi impossible, faire signer à l'Autriche un traité qui est totalement à son désavantage. Son adversaire, le comte Blome, est un homme très orgueilleux et un grand joueur. Alors la veille des négociations, Bismarck organise une partie de cartes. Et là, il joue, mais comme un débutant. Il perd une somme folle, il raconte n'importe quoi, il passe pour un parfait idiot. Blome, lui, se frotte les mains. Il se dit « Mais quel crétin, demain j'en en fais qu'une bouchée ». Le lendemain, se sentant largement supérieur, il signe le fameux traité, sans même prendre la peine de lire en détail. Et voilà le coup de génie. Juste après, Bismarck ne peut pas s'empêcher de lancer cette petite phrase qui révèle toute sa manœuvre. En jouant l'idiot, il a flatté l'ego de Blome, il a endormi sa méfiance et il a eu exactement ce qu'il voulait. L'orgueil de Blome l'a rendu complètement aveugle. Ce que Bismarck a fait de manière presque instinctive, c'est en fait une véritable loi du pouvoir. Une loi qui a été théorisée bien plus tard par Robert Greene. C'est la fameuse loi 21, jouer au nigo. Alors attention, le but ce n'est pas d'être bête, c'est de le paraître. Le but, c'est de faire en sorte que votre cible se sente plus intelligente que vous. Une fois que son ego est satisfait, sa méfiance, elle, disparaît. Et c'est précisément à ce moment-là que la voie est libre pour faire avancer vos pions. Bon, concrètement, comment ça se passe? C'est un mécanisme en 4 temps. D'abord, on repère la cible, quelqu'un pour qui son intelligence est très important. Ensuite, on se met en retrait, on évite de trop briller. Troisième étape, et elle est cruciale, on flatte son ego, on le laisse croire qu'il a le dessus. Et enfin, le coup de grâce. Une fois que la personne est en pleine confiance, sa garde est baissée. Elle est prête à être influencée. Et cette technique, elle ne marche pas que pour les grands diplomates du 19e siècle. Regardons un autre exemple, dans un tout autre domaine, celui de l'art. On file à Florence, en 1502. Michel-Ange, le génie absolu, vient de terminer son chef-d'œuvre, le David. Il le présente à son mécène, le maire de la ville, un certain Piero Soderini. Et Soderini, pour marquer son territoire, pour montrer qui commande, il sort une critique complètement absurde. Le nez est trop gros. Alors, que faire? S'opposer frontalement au maire, c'est le meilleur moyen de se créer de gros ennuis. Non, Michel-Ange va jouer la comédie. Il prend son ciseau, il prend une poignée de poussière de marbre qu'il cache dans sa main et il monte sur l'échelle. Devant le maire, il fait semblant de retoucher le nez en tapotant doucement et en laissant tomber la poussière. Le truc, il n'a absolument rien changé. Rien du tout. Et la magie. Le maire, son ego complètement satisfait, est aux anges. Il a l'impression d'avoir contribué à l'œuvre, de l'avoir améliorée. Michel-Ange, lui, a tout gagné. Il a sauvé son chef-d'œuvre et il a évité un conflit stérile. Il avait compris que le vrai problème, ce n'était pas le nez de la statue, mais l'ego du maire. Toutes ces histoires, elles nous amènent à une conclusion fondamentale sur la nature même du pouvoir. C'est avant tout un jeu de perception. Il y a une métaphore qui résume ça à la perfection. La main de fer, c'est votre intention, votre but réel. Le gant de velours, c'est la manière de faire. C'est l'art de cacher sa force, de la rendre douce, subtile, presque invisible. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir le plus efficace, c'est celui qu'on ne voit pas. Quand les gens ont l'impression d'agir de leur propre chef, de prendre leurs propres décisions, alors qu'en fait, ils suivent une voie que vous avez délicatement tracée pour eux, c'est là qu'on atteint la véritable maîtrise. Et tout ça, bien sûr, ça nous laisse avec une dernière question. Quand on regarde autour de nous, au travail ou ailleurs, qui est le chat et qui est la souris? Qui sont ceux qui tirent les ficelles en douceur et qui sont ceux qui, aveuglés par leur propre orgueil, se laissent manœuvrer sans même le savoir? La réponse est souvent beaucoup plus proche qu'on ne le pense.